Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cet épisode pépite avec Mégane du réseau Photo Pro sur le client idéal. Franchement, j'ai surkiffé cet épisode. J'espère que tu le kifferas autant que moi et j'en suis sûre en vrai. Donc je te laisse écouter, j'en dis pas plus. Je te laisse écouter l'épisode du jour. Hello Mégane, bienvenue dans Wedding Divan, je suis ravie de t'accueillir. Salut Magali, merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie d'être là aussi. Écoute, on se connaît pas du tout. J'ai vu ton profil sur Instagram et je me suis dit mais je vais l'inviter, j'ai envie de la découvrir. Bah merci, effectivement, j'étais ravie de découvrir aussi tout ce que tu proposes. On va pouvoir creuser un sujet qui semble primordial. On a un petit peu réfléchi à ça, donc c'est clair, très c'est contente. Clair. Avant de creuser ce sujet, est-ce que tu peux m'expliquer d'où tu viens, ton parcours, même si j'ai lu un petit peu ton site, etc. Comment t'es arrivée jusqu'ici? Bien sûr, donc je vais essayer de le faire en version courte pour pouvoir parler du sujet après, parce que ça peut être long. Mais en version courte, je suis donc Mégane Stanley, je suis la fondatrice du réseau Photo Pro. Et on a vocation d'aider les photographes, pas que du mariage, les photographes, tous ceux qui sont dans la prestation de service en tout cas, sur tous les aspects entrepreneuriaux du métier. Donc on parle pas du tout technique, tout ça et tout, mais on parle business. Un mot d'ailleurs qui, dit comme ça, peut souvent faire peur aux photographes. Et pour autant, justement, ils apprennent à l'apprivoiser et à bien vivre leur activité, notamment sur le plan financier, qui est souvent source de stress, sans forcément savoir par quel bout le prendre. Donc voilà. Et pour le coup, comment j'y suis arrivée? En l'occurrence, moi, autant le mot business, il peut faire peur, autant j'ai commencé par un mot qui est tout aussi plein de préjugés, le mot fonctionnaire. Ok. C'est pas les mêmes préjugés, mais il y en a pas mal aussi. Donc rien ne me prédestinait à l'entrepreneuriat au départ. J'étais prof d'anglais en l'occurrence. J'ai quand même fait ça pendant 9 ans, puisque je suis un petit peu plus vieille que ce que j'en ai l'air, il paraît. J'ai 37 ans, j'ai déjà eu, voilà. J'ai quand même eu le temps d'avoir, parce que des fois je dis ça et les gens disent, mais quoi? T'as fait ça 6 mois? Non, j'ai fait ça 9 ans quand même. Parce que pour le coup, je pense que fondamentalement, ma vocation vraiment dans la vie, c'est la transmission. Donc il y a quand même un lien, un fil conducteur entre tout ce que j'ai fait. Parce que donc du coup, j'ai commencé à être prof, comme beaucoup de photographes. On m'a offert un appareil photo à un moment, puis la photo est devenue un loisir. Et puis, dans une tranche d'âge où les gens autour de toi commencent à se reproduire, tout ça et tout, à se marier, on commence à te demander, tu veux pas faire des photos pour ci, pour ça, j'ai eu un bébé ou je suis enceinte ou quoi. Et puis tu commences à faire des prestats et puis tu te dis, génial, mais en fait, je peux gagner de l'argent en faisant ça. Comment? On m'aurait menti sur ce que c'est la vie et le travail. Et pour autant, c'est pas devenu tout de suite un métier. Je suis restée prof quand même et puis j'ai fait les 2 activités pendant un moment. Il y a eu un grand tournant quand j'ai commencé à travailler à Monaco un été pour combler un découvert. J'ai fait de la photo, un peu ce qu'on appelle de la photo filmage. Donc un concept où tu sais, il se passe un truc et puis tu prends des photos des gens et tu les imprimes et tu les vends sur place en fait. Donc ça, c'était hyper lucratif. Et une chose en entraînant une autre, j'ai fini par quitter l'éducation nationale dans laquelle je me sentais pas épanouie. Une chose entraînant une autre, du coup, je suis devenue photographe à temps plein. Mais il y a eu un autre moment où je saturais à nouveau de mon cadre de travail, un peu pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je me sentais pas alignée avec le monde de la nuit et le monde de la nuit ultra riche. Donc c'est comme le monde de la nuit, comme on peut se l'imaginer, mais multiplié par l'argent infini. Donc au niveau éthique, on était très très loin de qui je suis, pas par rapport à l'argent, mais par rapport à tout ce qui peut se passer et qui est franchement pas très moral tout court. Et du coup, je me suis dit, je vais arrêter ça.
et je vais me lancer la journée à faire des photos, avoir ma propre clientèle. Et là, j'ai fait toutes les erreurs que peuvent faire les photographes, c'est-à-dire ne pas se spécialiser, faire de la photo justement de tout, hein, tu vois, donc notamment du mariage, mais pas que. Je pouvais faire aussi du culinaire, de la mode, faire des reportages pour les entreprises, aller monter un studio dans une entreprise pour faire des portraits toute la journée, de l'immobilier. J'ai tout fait. Et quand tu fais ça, en général, tu le fais à bas prix, sans avoir calculé tes tarifs. Et ce qui devait arriver arriva. J'ai travaillé beaucoup plus que de toute ma vie. J'avais pu travailler jusque-là sans pour autant gagner assez d'argent. J'ai accumulé d'ailleurs une dette URSSAF au passage qui était assez énorme parce que je préférais payer mon loyer que l'URSSAF. Donc vraiment, j'ai fait toutes les erreurs entrepreneuriales, vraiment. Et du coup, très très dur de quitter Monaco. J'y suis un peu retournée. Et là, par contre, la deuxième fois que je suis retournée à Monaco, j'étais plus franchement sur le terrain. J'étais la personne en charge. Finalement, j'ai monté avec un associé une entreprise où on recrutait, on formait, on manageait tous les photographes qui faisaient le travail que moi je faisais auparavant. Donc sur des gros concerts, sur des boîtes de nuit, sur des restaurants, tout ça. Donc j'étais plus sur le terrain. Et c'était déjà une belle évolution et on a quand même monté un beau truc avec pas mal de monde, tu vois. Donc c'était un autre modèle entrepreneurial. C'était plus juste le solopreneur, c'était vraiment le chef d'entreprise. Et puis, on a signé un magnifique contrat qui devait nous assurer, mais vraiment des sommes d'argent qui sont rares dans le milieu de la photo. Et on l'a signé, je te le donne dans le mille, le 16 février 2020. Évidemment. Voilà. Donc génial, hein, c'est tous les concerts de Monaco, 16 février 2020. Il n'y a pas eu beaucoup de concerts en 2020, si on en a fait un, le 14 février 2020. Et voilà, c'était fini. Et là, pour le coup, comme tout le monde, je me suis retrouvée enfermée chez moi pendant le confinement. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis formée à l'entrepreneuriat. J'ai appris beaucoup de choses sur le terrain, un peu à la dure, un peu dans des vieux modèles de business aussi. Et puis là, vraiment, j'ai appris le marketing digital, plein de choses, comment monter une offre, comment se spécialiser, toutes ces choses-là. Et donc, en octobre 2020, j'ai ouvert mon studio dans le sud de la France, où j'ai développé une offre de portraits que je vendais en moyenne 2000 €. Donc pour une expérience très complète avec du avant-après, des tirages, tout ce que tu veux. Mais donc du coup, j'ai quand même développé un super truc et ça m'a permis de petit à petit lâcher mon activité à Monaco. Et pour autant, comme je dis souvent, l'entrepreneuriat c'est pas une destination, c'est un chemin. Et puis l'idée c'est que tu puisses créer un métier qui te permette d'avoir le quotidien que tu veux avoir et pas l'inverse, pas d'adapter ton quotidien à ton métier. Et au bout d'un moment, tout aussi bien que le studio ça m'épanouissait, j'adorais mes clientes et tout, j'ai décidé de repartir à zéro quand même et de lancer donc le réseau Photopro. Parce que puisque je le disais tout à l'heure, vraiment ma vocation c'est la transmission. Petit à petit autour de moi, j'ai commencé à même aider les photographes que j'avais employés à Monaco auparavant et tout à se développer, à créer leur propre truc, jusqu'à ce que naisse assez naturellement l'idée de formaliser un petit peu plus ça. Et c'est là qu'est né le réseau Photopro. Donc d'abord, c'était du one-to-one. Et maintenant, c'est devenu beaucoup un programme collectif qui dure 3 mois et qui est hyper intensif et qui me permet de faire le pont entre vraiment mes deux métiers finalement. L'enseignement, le business, la photo, tout est réuni en même temps. Et ça m'a permis aussi, en termes de mon quotidien et de ce que j'ai envie de faire dans la vie, de déménager, de bouger, d'être libre. Et voilà un peu ce que je voulais court, mais je sais pas faire court. Ouais, c'est pas mal. Mon parcours, mais ça explique quand même pas mal pourquoi j'ai envie d'épargner aux gens ces années de galère et de. Je comprends. J'ai vécu le même parcours, donc enfin pas exactement, mais tu vois ce que je veux dire sur le fait d'avoir fait toutes les erreurs possibles et imaginables et de pouvoir justement empêcher les autres de les faire. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu te dis, mais pourquoi les laisser galérer à essayer de découvrir par eux-mêmes des trucs qui sont déjà éprouvés, en fait, qui existent. Exactement. Bon, après, c'est sûr que de toute façon, ils en feront des erreurs, mais ce sera pas celle-là, en tout cas. Et ce sera des moins graves, entre guillemets, ou moins chiantes que les nôtres, quoi. Et ça va plus vite. Exactement. Souvent, les photographes, il y en a une récemment qui disait, j'ai gagné 5 à 10 ans en 3 mois. Bon, écoute, ok. Magnifique. J'aurais bien aimé. C'est clair. Donc, voilà. Ok, allez, on passe au sujet qu'on a défini ensemble. Donc, c'est le client idéal, le fameux client idéal. Comment, toi, tu définis ce concept ? Alors, pour le coup, quand on en a parlé, j'ai fait exprès de garder le mot client idéal, mais je n'utilise pas le mot client idéal et je pense que tu vas très vite comprendre pourquoi.
Je pense que le mot idéal, il induit en erreur pas mal, parce que par idéal, on va souvent interpréter parfait. Et si je demande aux photographes qui rejoignent mon programme, c'est quoi ton client idéal au début du programme, en somme, ils vont me décrire eux-mêmes, mais avec un peu plus d'argent. C'est ça. Mais pas trop. Parce que 6 ans en trop, on va pas se sentir trop à l'aise non plus. Mais ce petit plus d'argent qui permet de dire « Ah oui, moi j'aurais pas mis autant dans les photos, mais je ne suis pas mon client idéal, donc c'est OK, tu vois. » Et en fait, finalement, ça amène à créer un espèce d'avatar comme un ami imaginaire. Donc, on imagine comment il s'appelle, où il habite, qu'est-ce qu'il aime faire, tout ça et tout. Et certains de ces critères... Mais oui, voilà. Et puis quoi, tu vois ? Déjà, certains de ces critères, ils sont pas pertinents. Tu vas inventer. Et puis ensuite quoi ? Tu vas frotter la lampe magique du marketing et le client idéal va apparaître devant toi. Donc, bien sûr, il faut réfléchir, mais je trouve que le terme client idéal, il induit en erreur. Je préfère parler de cible et en l'occurrence de problématique de la cible, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est pas de savoir de quoi il parle à la machine à café, à la pause, parce qu'il travaille dans telle entreprise, dans telle ville et tout, mais c'est de savoir quel problème on va résoudre pour eux. Et souvent les photographes vont dire oui, mais bon, en photo on résout pas un problème, on répond à un besoin. Voilà, c'est un truc classique. Je pense qu'on entend pas mal les mêmes les mêmes remarques, c'est normal. Mais s'il y a pas de problème, il y a pas besoin de solution. Et si tu restes en surface, tu vas dire, bon, puisque là on parle du mariage, en l'occurrence, tu vas dire, le photographe de mariage, oui, les gens, leur problème, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des souvenirs pour toujours de cette journée. Oui, c'est le concept de la photo de mariage, mais au-delà de ça, à qui tu t'adresses ? Donc, c'est un truc hyper important de creuser, et on a tout un tas de processus qu'on peut mettre en place, et je pourrais en parler si tu le souhaites. Mais en tout cas, voilà, je préfère utiliser le mot de cible et le mot de problème, et oui, même en photo, et oui, même en mariage, plutôt que client idéal. Et un autre truc, j'ai marqué 5 mots de trucs que je voulais pas oublier de dire. J'ai marqué en gros le mot maturité, parce que souvent aussi, on confond le client idéal, ou appelons-le comme on veut, la cible, le persona, ce qu'on veut, avec un client qui est prêt à acheter. Et c'est 2 choses différentes, en fait. Un client qui est prêt à acheter, c'est qu'il est mature sur le plan commercial. Il a réfléchi justement à son besoin, il a réfléchi à son problème, il sait qu'il existe des solutions, et parmi ces solutions, il sait que la nôtre existe, et il est prêt à signer. Et souvent, on peut se dire, le client idéal, c'est ça, en fait. Il me contacte, il s'en fout du prix, il paye rubis sur ongle, il est sympa, il fait pas chier, et c'est ça un client idéal. Ça serait merveilleux. Voilà. Encore une fois, c'est pas client parfait. Et des clients comme ça, en l'occurrence, les gens qui savent vraiment, qui ont conscience de leurs besoins et qui sachent ce qu'ils cherchent, c'est 16% d'un marché. Donc en fait, si tu attends que de t'adresser à eux, tu t'adresses qu'à 16% des gens. Et il y a un autre chiffre de 16% qui est intéressant, c'est que seulement 16% des gens cherchent le prix le plus bas. Parce que les photographes vont souvent avoir tendance à dire oui, tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est combien ça coûtait, machin et tout. Alors qu'en fait, c'est que 16% des gens qui cherchent le prix le plus bas. Mais entre les deux, t'as 68% de gens qui ont juste besoin d'être guidés. Et c'est ceux-là qu'on laisse tomber. Quand on veut s'adresser qu'à ceux qui sont matures. On peut être la cible, un client peut être notre cible, mais sans forcément être prêt à acheter. Et il faut qu'on puisse l'accompagner, justement parce qu'on aura travaillé sur les besoins et les problèmes de notre cible pour qu'il passe à l'achat. Donc vraiment pas confondre les 2 notions, en fait. Il y en a une qui est marketing, la cible c'est marketing, et le fait que la personne soit prête à acheter, c'est commercial. Et souvent on confond les 2. Voilà, j'ai au moins placé ça, parce que je voulais à tout prix en parler. T'inquiète pas, on fera les 5 mots. Mais hyper intéressant, ton approche, hyper intéressant. C'est la première fois que je l'entends comme ça. J'aime beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a des variations entre un type de photographe et un autre pour cette cible ou ce client idéal, selon toi ? Non. Et justement, on va avoir tendance à penser... beaucoup de photographes pensent qu'en mariage, justement, c'est différent. qu'en portrait ou en B2B, parce que tu vas aller régler le problème d'une entreprise, tu vas vraiment régler un problème, mais qu'en mariage, finalement, tout le monde fait un peu la même chose parce que les gens veulent se marier et donc avoir des souvenirs et tout. Ce qui donne des discours hyper similaires, justement, dans le marketing. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'on vienne demander les tarifs. Si on lit, franchement, pendant le programme, je leur fais regarder 10 sites de personnes qui font la même chose qu'eux. Et franchement, il n'y a rien de pire que de lire 10 sites de photographes de mariage d'affilée. Tu comprends pourquoi les gens, après, ils t'écrivent un message un peu sec. Bonjour, on voudrait savoir comment ça se passe. Parce que tu lis 100 000 fois la même chose. 100 000 fois.
tellement d'accord avec toi. J'ai créé un pack de templates que j'ai appelé Stop au ghosting par rapport au fait d'être ghosté par les mariés. Et en fait, je leur dis, mais vous vous rendez compte quand même que tous les mails de prestataires commencent par « Bonjour, félicitations pour votre future union ». Amen. Et merci pour votre demande. Enfin, à un moment, comment tu te démarques en faisant ça? Exactement. Donc, ce que je comprends ce que tu dis. Je traite exactement le même sujet. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai même fait l'exercice d'envoyer des fausses demandes de prestataires de mariage, comme si j'étais une cliente, un client mystère, en fait, pardon. Et je montre tous les mails que j'ai reçus et c'est vraiment exactement toujours le même mail. Et c'est pareil dans le marketing. Si tu lis le marketing, c'est je vais capturer les grandes émotions et les petites émotions et vous allez avoir des souvenirs à transmettre de génération. Oui, c'est le principe de la photo de mariage. Donc comment est-ce qu'on creuse au-delà de ça? Par contre, c'est ça qui est beaucoup plus... c'est pas que c'est compliqué, mais c'est difficile dans le sens où il faut s'y coller. Sinon, une fois qu'on a compris, c'est pas compliqué. C'est clair. Alors, je t'avais demandé pourquoi c'est important, selon toi, de bien comprendre son client. On en a parlé, mais c'est quoi la différence, finalement, entre un photographe qui aura bien creusé sa cible et un autre qui ne l'aura pas du tout creusé? Eh ben, ça va être que celui qui ne l'a pas du tout creusé, donc comme on le disait, il va écrire des banalités, et donc il va rester au niveau commodité. Une commodité, c'est un truc qu'on achète sans se poser 45 000 questions. On compare un peu. Par exemple, si tu veux acheter une brosse à dents, tu vas savoir à peu près si tu veux qu'elle ait des poils mous ou des poils durs et quelle couleur elle est peut-être, si tu pousses un peu pour aller bien dans ta salle de bain ou pour la différencier de celle de ton conjoint. Mais tu vas pas te poser 40 millions de questions. On peut choisir, un photographe même de mariage comme on choisit une brosse à dents. C'est-à-dire, on va regarder, on va comparer un peu, on va regarder qu'est-ce qui fait un peu le taf par rapport au budget qu'on s'était mis en tête, au cadre de référence qu'on s'était fixé. Et on peut avoir tendance, du coup, à comparer que le quoi, la quantité de choses. Donc, et les photographes ont tendance d'ailleurs à packager leur mariage à peu près tous de la même manière, soit c'est en termes d'événements, des préparatifs jusqu'à la pièce montée, soit c'est en termes d'heures. Mais fatalement, il faut se mettre à la place du client. Quand tu compares 3 offres et que c'est 3 fois la même chose, mais qu'il y en a un qui va mettre 2 heures de plus et 200 € moins cher, tu vas aller à celui-là. C'est logique. Donc tu restes vraiment au niveau de la commodité. Même si t'es la personne la plus sympa du monde, même si ils sont en train d'organiser un truc, ils sont monofocus sur ça depuis un moment, ils réfléchissent de manière assez rationnelle avant de pouvoir être émotionnels. Et tu peux pas créer une connexion émotionnelle si tu racontes le même discours que tout le monde. Donc là, on va rester vraiment dans une logique de comparaison. D'autant qu'on parlait tout à l'heure de maturité commerciale, il y a 5 niveaux dans la maturité commerciale. 1, c'est que t'es même pas au courant d'avoir un besoin, un problème ou qu'il y a des solutions. Et 5, c'est que t'as déjà acheté. Que t'es en train d'acheter. Mais le photographe de mariage, il a l'avantage et l'inconvénient de s'adresser à des gens qui sont au moins au niveau 3, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de photos. Et ils savent qu'il existe des photographes de mariage. C'est pas comme un photographe, tu vois, de portrait qui veut t'aider à travailler sur ta confiance en toi et la personne n'avait jamais pensé à faire ça par le biais de photos. Et là, tu dois vachement plus lui faire passer d'étapes. Là, l'avantage, c'est que les mariés sont à la recherche de leur photographe de mariage. Ils vont souvent taper photographe, mariage, plus leur ville dans Google. Donc ça, c'est un avantage. Mais c'est aussi un inconvénient parce que qui dit qu'ils sont dans une recherche active et consciente, dit qu'ils vont être dans une logique de comparaison. Donc si t'as rien travaillé sur ton client cible, tu vas te distinguer que sur les prix. Et ensuite, on dit, les gens, ils regardent que le prix. Oui, moi aussi. Si je dois dépenser 2000 balles dans quelque chose, je regarde le prix. Mais justement, apporte d'autres arguments que ça. Donc voilà, pour moi, la grosse différence, ça va être ça. Alors qu'un photographe qui a vraiment travaillé son client idéal, il va écrire déjà sur le plan marketing un discours qui normalement devrait faire en sorte que à chaque mot, le client se dise ça a été écrit juste pour moi et qu'il y ait déjà une connexion émotionnelle qui se fait. Et ensuite, la raison va faire que aussi, le budget passe ou passe pas ou on va l'adapter, mais ça sera dans un second temps parce qu'on va moins comparer, parce que ça sera moins comparable. On va se dire ah non mais celui-là il me comprend vraiment et ça aide vachement. Et si c'est pas fait sur le plan du marketing, parce que la personne, elle a pas tout lu ou quoi. Faut que ça soit fait sur le plan du commercial. Donc, impérativement,
pareil dans la série de ghosting et des choses qui font qu'on est ghosté, c'est d'envoyer directement une brochure. On est contacté par quelqu'un qui nous pose la question « Comment ça se passe, vos prestations, combien ça coûte ?» On envoie une brochure et on dit « Ouais, les gens ils prennent même pas la peine de répondre et tout. » Mais ce qu'il faut faire, c'est essayer d'enclencher un appel téléphonique, mais en donnant une bonne raison à la personne de le faire. Parce que bon, tu sais très bien ce que c'est que de préparer un mariage. On a 1 million de trucs à préparer. On va pas envie d'avoir 1 heure de discussion avec chaque prestataire qu'on va envisager. Donc, il faut leur donner une vraie bonne raison. Et la vraie bonne raison, c'est pas juste de dire j'ai besoin d'en savoir plus sur votre journée, d'apprendre à vous connaître et tout. Moi, j'ai pas envie d'appeler des gens pour qu'ils apprennent à me connaître. J'ai pas que ça à faire toute la journée. Et si tu veux en savoir plus sur ma journée, je vais te la dire, tu vois, dans un mail. J'ai pas besoin de. Donc, il faut déjà. C'est surtout de dire j'ai besoin. En fait, c'est oui. Qu'est-ce que eux ont besoin des futurs mariés, pas toi, en fait. Exactement. Mais la plupart des photographes disent ça. Mais bien pour pouvoir sûr. vous donner un prix, dans tous les métiers, hein. Tu vois, tu disais l'histoire des packages, on va dire, ou horaires, ou à la journée, etc. Enfin, 20 d'honneur, tout ça. C'est pareil pour les wedding planners qui disent organisation partielle ou de A à Z. Depuis, moi, quand je me suis lancée en 2012, on disait déjà ça. Je dis, mais dépoussiérons ça, en fait. Arrêtons de dire tous la même chose. Ça me rend ouf. J'arrête pas de leur dire à mes coachés. Enlève ça. On est alignés, au moins, on se comprend. Exactement. Mais on le dit, en plus, quand on le dit comme ça, c'est pas condescendant, c'est vraiment de la frustration de dire, mais il faut changer quelque chose. Mais il faut changer quelque chose. Il faut se responsabiliser et se dire, c'est facile toujours de dire c'est les clients et tout, mais déjà on est tous le client de quelqu'un et nous-mêmes quand on est en train d'acheter, on a envie des mêmes choses que nos clients ont envie. Déjà, mais c'est ça. Pouvoir faire un exercice d'empathie et effectivement ne pas être auto-centré, c'est comme ne pas avoir de réponse. C'est pas ouais les gens sont mal polis et tout. C'est aussi que t'as pas géré la manière dont t'as pas géré l'échange en fait. Clairement. Donc voilà. Donc oui, je m'étends pas plus. Je valide. Comment on fait pour identifier un problème spécifique? Justement, tu disais, je valide aussi, hein, mais comment toi tu fais pour identifier ces problèmes-là? Et est-ce que tu as des exemples du coup? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on transmet comme méthode dans le réseau Photo Pro, dans notre programme, c'est de commencer d'abord par faire des recherches quantitative, donc essayer d'avoir plein d'infos de plein de personnes différentes, et ensuite de faire du qualitatif qui va passer plus par des interviews, des choses comme ça. Et là, souvent, les photographes vont dire « Ah oui, mais moi, j'ai déjà essayé de faire les interviews, ça a rien donné. » Parce que, comment ils ont mené l'interview? Ils ont dit aux gens « Qu'est-ce qui est important pour vous ?» Les gens ont dit d'immortaliser, de capturer l'essence, de capturer les émotions. Et ils en sont restés là. Et souvent, on enseigne aussi comme méthode d'aller creuser en pourquoi. Pourquoi vous voulez immortaliser ce moment? Parce que c'est une journée importante, il y aura toute ma famille et tout. Et pourquoi il y aura toute votre famille? Les 5 whys. Oui, parce que c'est mon mariage. Et en fait, ça tombe à plat, en fait. Et puis, c'est pas forcément à la personne d'avoir réfléchi à tout ça, donc il faut l'amener à réfléchir. Donc, dans les interviews, on va conseiller d'autres types de questions. Par exemple, une question levier qui est pas mal, c'est plutôt de dire « Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de votre mariage ?» Et là, ça va soulever vachement d'autres trucs. Qu'est-ce que vous voulez pour votre mariage? Des photos naturelles, je veux qu'on se ressemble, qu'on se reconnaisse, je veux que ça soit authentique, je veux qu'il y ait de l'émotion. Bon, ça, ok. Personne va dire l'inverse. Personne veut dire je veux pas me reconnaître sur la photo et qu'elle soit brute et sèche et moche. Donc, dire qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de votre mariage, déjà, ça peut amener à quelque chose de vachement plus profond. Et avant que je me lance dans des exemples, les étapes d'après, pour nous, c'est d'arriver à mettre le doigt, en fait, sur le grand rêve de la personne pour son mariage, mais au-delà des photos. Qu'est-ce qui est vraiment important pour elle? Et une fois qu'on a trouvé ce grand rêve, c'est là qu'on peut poser d'autres types de questions qui vont nous amener à trouver le problème. Une fois qu'on a le grand rêve, on dit à la personne, ok, donc si je comprends bien, ce qui est le plus important pour vous, c'est ça. On reformule ce qu'elle nous a dit. Et on lui dit, ok, qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous empêche ou qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'arriver à ça pour votre mariage? Et là, la personne, elle va nous lister une liste d'obstacles. Et ces obstacles-là vont devenir les arguments de notre offre. Je vais donner des exemples après. Une fois qu'on a ces arguments de notre offre, les bénéfices de notre offre, on sait ce qu'on va mettre dedans. Ça va nous faire partir du pourquoi ils ont besoin de nous, à comment on va arriver à répondre à ce pourquoi,
Et du comment, on va déduire le quoi. Donc, qu'est-ce qu'on met dans son pack? Et effectivement, on va pas toujours mettre, comme tu le disais, dépoussiérer un peu le truc. Là, toujours mettre, c'est un nombre d'heures, un nombre de photos et un tarif. On va essayer vraiment de créer du contenu dans notre offre qui corresponde à ce pourquoi bien plus profond et aux obstacles qu'ils ont mis entre ce rêve et la réalité. Et cette étape-là, l'étape des obstacles, c'est vraiment celle qui manque souvent dans la recherche du client idéal. On va mettre le doigt, peut-être des fois un peu sur le rêve, ce dont ils ont vraiment envie, mais si on liste pas tous les problèmes, eh ben on n'a pas de solution. Donc listons les problèmes et devenons la solution à ces problèmes-là. Donc ça se fait par le biais d'interviews. Et ensuite, ce qu'on encourage les photographes à faire, tous pas que dans le mariage, mais c'est faire la recherche du product market fit. Donc ce qui veut dire trouver l'adéquation entre notre offre et son marché. Une fois qu'on a créé l'offre en fonction des interviews, on va la tester. Et on va la tester vraiment avec des vrais gens de A à Z, de justement ce premier contact jusqu'à la livraison des photos. Et à chacune de ces étapes-là, on va remarquer ce qui marche pas, des nouvelles idées qu'on n'avait pas eues. On va noter tout ce que disent les gens, mais mot à mot, ce qu'ils ont dit. Et on va avoir plein de data à partir de laquelle on va pouvoir itérer, améliorer son offre, jusqu'à ce que vraiment on ait une offre qui ait trouvé son marché. Et marché, c'est un des mots que j'avais marqué sur mon post-it aussi, parce que c'est bien beau de faire tout ce travail-là, mais il y a une chose aussi qui est méga importante de prendre en compte quand on réfléchit à sa cible, c'est où est-ce qu'elle se trouve. Et là, je vais pouvoir embrayer sur mes exemples parce que une des photographes qui avait rejoint donc notre programme Fondation, elle avait créé tout un truc super autour de la diversité. Que ce soit parce que c'est des mariages qui sont pas forcément des mariages hétéros, que ce soit parce que c'est des gens qui correspondent pas à certains critères de beauté très conventionnels, parce qu'ils sont d'origine différente. Vraiment, la diversité, mettre l'accent sur ça. C'était génial. Elle a d'ailleurs créé, elle est passée par toutes les étapes qu'on a décrites là et elle a créé une offre qui répond vraiment à ça. Mais elle se situe en plein milieu de la campagne, dans une zone qui est très rurale, où il y a beaucoup de paysans et très catholique, très traditionnelle et tout ça. Donc c'est pas que ces gens-là, on n'est pas en train de dire qu'ils sont pas ouverts à ces choses-là, mais c'est pas forcément eux. Et pour le coup, les gens qui sont homosexuels de couleur et qui ressemblent pas forcément aux critères de beauté imposés par la société, ils vont pas venir se marier au fin fond de la campagne juste parce qu'elle a créé une offre pour eux. Et elle-même, ayant un petit enfant en bas âge, elle n'avait pas non plus la volonté ou la possibilité, les deux, de se déplacer pour aller faire des mariages comme ça ailleurs. Donc elle avait créé un truc génial, puis avec des valeurs qu'on peut que approuver. Seulement, son marché se trouvait pas autour d'elle. Elle peut le revendre, du coup. Mais c'est quand même ballot, tu vois. C'est clair. Il faut penser à ça aussi. Est-ce que c'est des gens qui sont autour de vous? Donc ça, c'était un exemple de cible, sans aller en détail dans qui était son client idéal. C'était un exemple, en tout cas, de positionnement, déjà, de parti pris. Mais je vais détailler 2 autres exemples. Une autre qui est arrivée, pour le coup, sans avoir un style, tu vois, de photo très défini, sans s'inscrire dans un grand courant de photos de mariage ou quoi, et qui, du coup, disait, moi, je m'intéresse aux gens qui sont simples, qui veulent des choses sans chichi et tout. Bon, encore une fois, c'est pas assez creusé. Ce qu'elle a creusé derrière, par justement tout le processus qu'on a mis en place, c'est que ces personnes-là, les problèmes qu'ils mettaient entre leur rêve, leur mariage idéal et la réalité, c'était de dire, en fait, j'aime pas être au centre de l'attention, je déteste les appareils photo, je me trouve moche sur les photos. Ça, c'est des problèmes qu'on va vachement adresser en portrait. On a beaucoup de photographes qui se spécialisent dans ça, la photothérapie ou juste le développement personnel via le portrait. Et on en parle très peu en mariage. Comme si subitement, tu te détestes sur les photos 364 jours dans l'année. Mais le jour de ton mariage, quand tout le monde te regarde en plus, et que t'as la pression de te dire si c'est le jour où je suis maquillée, coiffée, où j'ai une robe qui vaut plusieurs milliers d'euros, je me trouve toujours moche, c'est que franchement, je suis moche, quoi. Et ça, en fait, c'est une pression. Et t'as la pression d'être belle le jour de ton mariage en plus. T'as le truc, c'est censé être la princesse, le truc, le machin. Donc, ces gens-là, ils ont des craintes qui sont très liées à ça. Donc, elle a créé une offre qui, en fait, leur promet qui vont se trouver bien sur les photos sans avoir eu l'impression d'être photographiées. Et comment elle fait? C'est que dans le comment et le quoi de son offre, elle prend le parti de dire on fera pas une séance couple de photos, tout ça. Par contre, elle a mis en place des super jeux
qui implique pas que les mariés, mais aussi leurs invités, pour faire en sorte qu'elle arrive à créer les images de couple, les regards, les gestes, les interactions, les poses, mais de manière ludique et pas dans la partie vraiment, on va faire une séance photo couple et vous allez avoir peur d'être crispé, et d'ailleurs vous allez l'être, et vous allez aimer une photo sur les 900 que je vais vous livrer, parce qu'en fait, vous vous trouvez comme ci, comme ça. Donc elle a vraiment adapté, tu vois, le truc. Et du coup, elle leur dit, on fera pas la séance photo, et les gens sont là, ah! Et du coup, entre ça et même à tarif idéal, tu vois, et quelqu'un d'autre, et ben tu vas dire, elle m'a compris. Et là encore, je te le dis dans les grandes lignes, mais voilà. Exemple opposé, une qui a fait pas mal au moins un gros workshop de mariage fine art. Donc vraiment le truc où t'y vas, t'apprends à faire tel type de photos et tu t'inscris dans un genre. Et alors là, ces personnes-là, bien sûr, c'est important de travailler son style et tout ça, mais souvent, comme elles ont investi aussi beaucoup d'argent dans ce workshop, elles se sont arrêtées là au niveau de la réflexion marketing, ou en tout cas, ça n'a pas été très très loin. Et elles se retrouvent avec plein de personnes qui ont aussi assisté à ce workshop-là et qui ont exactement le même portfolio, mais le même, parce que c'est les mêmes modèles, c'est les mêmes fleurs, enfin c'est les mêmes mariages. Et ils disent tous la même chose. J'ai un style épuré, l'élégance, le raffinement, machin. Et du coup, ils se retrouvent eux aussi à se tirer vers le bas au niveau des prix, parce que les gens continuent à choisir sur les prix. Alors qu'ils s'adressent pour le coup à une clientèle plutôt haut de gamme. Et des photographes comme ça, pour le coup, je viens du sud de la France, il y en a plein. Donc elle a creusé, et elle a une clientèle finalement qui a des besoins opposés à l'exemple que je viens de décrire. Puisque eux, au contraire, ils veulent être dans la représentation. Eux, si tu leur demandes qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de votre mariage, ils vont dire, en fait, en gros, ils ont envie ils soient admirés pour leur sens du goût, que c'était magnifique et tout était parfait. Ils ont vraiment envie, c'est le style éditorial, donc ça doit avoir l'air sorti d'un magazine. Donc eux, ce qu'ils veulent, au contraire, c'est être admirés, à l'inverse des autres qui voulaient être discrets. Donc là, on peut faire des propositions qui soient totalement inverses. On va travailler vachement sur un mood board, on va les guider dans des poses, on va au contraire leur dire, on va vous faire une vraie séance mode en plein milieu du mariage et ça sera réservé à vous. Tu vois, ça va orienter totalement différemment l'approche et ce qu'on va faire pendant la journée et ce qu'on va livrer. Parce que c'est pas aux gens qui pouvaient pas se blairer en photo, même s'ils s'aiment bien parce que justement on aura réussi à les mettre à l'aise, que tu vas forcément vendre un agrandissement géant de photos d'eux à mettre chez eux. Eux, tu vas peut-être leur vendre plutôt des cartes de remerciement à envoyer à tous leurs invités, parce que ce qui comptait pour eux, c'était le moment plus. Alors que ceux qui voulaient faire de leur mariage une œuvre d'art, quelque chose qu'on pourrait publier dans un magazine ou même qu'on va publier dans un magazine, là c'est plus logique. Tu pourrais même leur proposer un magazine de leur mariage qu'ils pourraient garder pour eux. Tu peux leur proposer un tableau géant. Tu vas pas leur vendre la même chose. Donc ça influe pas que le discours marketing, ça influe ton offre. Et c'est là que tu te distingues et que tu mets des mots qui touchent les gens au plus profond de leurs désirs, qu'ils soient avoués ou pas avoués. Personne te dit j'ai envie de me la péter devant tout le monde le jour de mon mariage. Mais pourtant, combien de gens ont envie de taire ça? Donc voilà, dans les grandes lignes... mais un petit peu creusé quand même, 3 exemples totalement différents qui font que le photographe va se sentir aussi aligné avec ce qui est important pour lui, avec ses propres valeurs, travailler avec des gens qui ont des goûts similaires, mais qui sont pas forcément eux, et qui sont pas juste définis par le fait que, je sais pas, ils aiment jouer au golf le dimanche. J'adore. Est-ce qu'il y a des critères ou des indicateurs pour évaluer justement si ces clients potentiels sont alignés avec ce que tu peux offrir? Eh ben, ça va dépendre justement de leur niveau de maturité. Ce qu'il faut faire, surtout commercial dont je parlais tout à l'heure, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas se heurter au fait que, au premier contact, la personne ne te dit pas forcément tout ce que tu rêvais d'entendre. Parce que des fois, on va dire ça, c'était mon client idéal, et la personne qui m'a juste demandé un tarif, ou qui m'a juste dit je voulais immortaliser le souvenir, n'est pas mon client idéal. Et c'est là où le commercial, comme je disais tout à l'heure, doit prendre le relais. Donc, soit effectivement, la personne t'envoie un premier mail de contact qui te dit tout ce que tu rêvais d'entendre parce qu'elle a lu ton marketing et elle est prête, soit il va falloir le creuser, et là, c'est au moment de l'entretien que tu vas pouvoir actionner tu vas lancer certaines ficelles et voir s'il les attrape en fait.
Donc, admettons que la personne parte de oui, bon ben moi, je veux un truc élégant, j'aime les photos naturelles, tout ça. Tu vas creuser. Soit tu dis pourquoi et elle te répond. Si elle te dit pas pourquoi, si tu dis pourquoi et qu'elle te répond pas, tu t'arrêtes pas là. Tu dis pas c'est pas mon client idéal. Ce que tu peux faire, ce qui est vachement plus facile que de dire bon ben moi je m'adresse aux personnes qui, et là tu sors une liste qui va toucher personne, c'est d'utiliser des exemples. Dire certains de mes clients, ils arrivent en disant la même chose que vous, et après le mariage, dans leurs avis ou dans leurs retours, ce qu'ils m'ont dit, c'est que. Et là, tu peux ressortir. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que pour une fois, ils se sont aimés sur les photos, alors qu'ils n'ont pas eu du tout l'impression d'être pris en photo. Et peut-être que la personne, elle n'avait pas pensé à ça, mais qu'une fois que tu lui dis ça, elle va rebondir dessus. Si tu vois qu'elle rebondit, normalement, à partir de là, elle va se mettre à parler toute seule. Et si tu vois qu'elle rebondit pas et qu'elle dit ah non, moi je m'adore dans les photos et tout, tu vas peut-être te dire bon là c'est pas forcément mon client idéal. Mais ce qui est plus facile, si la personne te sort pas le discours par d'elle-même, c'est de lui donner comme ça des exemples de tel client est venu en disant ça et à la fin il disait ça. Et là tu vois si ça prend, si ça prend pas. T'en as plein des exemples dans ta tête. Tu peux sortir le premier, ça prend pas, tu lances le deuxième, tu vois si ça prend. Et ça te permet de cibler mieux la personne. Et puis si elle rentre pas dans ton client idéal, soit tu te dis c'est assez proche, parce que une de mes clientes de photographe l'autre jour disait le client idéal c'est un peu comme une cible en fléchette quoi. C'est pas parce que tu tombes pas pile dans le 1000, le 1, que ça peut être... j'ai plus dans les flèches, c'est pas 10 50. Au milieu d'ailleurs. Oui, bref, j'en sais rien, je joue pas aux fléchettes. Mais bref, si c'est pas 50... J'ai joué pendant mes vacances. Bon, voilà, tu vois. 50 au milieu. Bon, il y a quoi après? C'est 40. 25. Ah bon, ouais, d'accord. Ça se voit que je joue pas aux fléchettes. Mais si c'est pas 50, mais que c'est peut-être 25, ça marche aussi, quoi. Faut voir à quel moment tu considères que vraiment là, vous allez pas être alignés et personne va correspondre à personne, ça sera pas un bon match, quoi. Clairement. Au niveau de la com, comment on leur parle à ces gens-là? Ce que je conseille aux photographes, c'est de vraiment noter ce que leurs clients leur disent. Mais vraiment, dès que quelqu'un dit quelque chose qui sort un peu justement, ils ont dépassé le cap de capturer l'essence d'eux, noter et même de se faire un fichier avec du verbatim, donc que des expressions qu'ont dit leurs clients. On peut aussi les retrouver dans les avis. D'ailleurs, sur le plan commercial, on remarquera que quand on s'adresse à sa cible et qu'on a construit une offre qui lui correspond vraiment, on a un avis qui va au-delà de c'était génial, les photos sont belles, la photographe était sympa. On a des avis qui sont des avis romans. Quand tu commences à avoir un avis roman, c'est que tu travailles vraiment avec ta cible. Donc ça, c'est un super bon indicateur aussi. Donc dans ces avis romans, si tu as vraiment bien ciblé ta cible, tu peux aussi trouver plein de choses que tu utilises donc dans ton fichier de verbatim. Et ça peut même aider pour le coup à travailler avec l'IA. Il y a beaucoup de photographes qui disent ouais, j'ai essayé l'IA, ou alors ça se voit qu'ils ont essayé et qu'ils ont quand même sorti un truc, mais que ChatGPT leur a dit 3 banalités et qui revenait à capturer l'instant, qui est vraiment un truc, je mène un combat contre les instants capturés. Et pour le coup, quand tu prends ton fichier de verbatim et que tu le donnes à ChatGPT et que tu dis voilà ce que disent les gens d'habitude, ça peut vachement t'aider. Et ça c'est pour utiliser l'IA, mais bien sûr toi-même, à partir de là, tu as une source d'inspiration infinie de posts, pour créer ta page de vente, de tout en fait, pour toute ta communication, tout ton marketing. Vraiment partir de ce que disent les gens et qui sort de l'ordinaire, ou vraiment des situations, raconter des histoires, raconter des petites anecdotes, de justement on parlait du avant, du après, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Et c'est ça qu'on dit dans sa com. Yes, je suis d'accord. On va passer aux questions que je t'ai pas envoyées. Comme tu as écouté le podcast, tu sais que... Ça, T'as pas écouté jusqu'à la fin? Si, j'ai écouté, mais allons-y. Alors, le plus mauvais conseil business qu'on t'a donné? De commencer par des tarifs bas et d'augmenter petit à petit. Ok. Parce que ce qui se passe c'est un truc, souvent on va te dire tous les X mariages, là on reste dans le mariage, mais ça marche pour tous les types de photos, tu vas augmenter petit à petit. Et quand tu fais ça, ça veut dire que les premiers clients que tu vas attirer, ils appartiennent aux fameux 16% dont on parlait tout à l'heure, de gens qui cherchent le prix le plus bas. Et quand tu vas augmenter petit à petit, si t'es dans le cas du mariage, à la limite, on te découvre à chaque fois, donc ils n'ont pas besoin de revenir, donc peut-être que les nouveaux, ils sauront pas le tarif que t'avais avant, mais ton marketing, en fait, il va pas s'adresser aux mêmes personnes. Il va pas s'adresser à ceux qui cherchent le prix le plus bas. Donc ça peut marcher, mais le mieux, je pense, c'est de directement assumer le tarif qui correspond à l'offre qu'on veut proposer, parce que tout à l'heure on disait du pourquoi découle le comment, du comment découle le quoi, du quoi découle le tarif aussi. Donc assume ta gamme et puis crée justement un marketing qui directement s'adresse à ça, parce que sinon c'est un moyen détourné de pas toi-même
gérer ton rapport à l'argent, et ça peut te prendre beaucoup plus de temps et te faire aussi avoir des croyances. Si tu vois que effectivement ton marketing il marchait avant parce que juste il était pas cher, ton offre était pas chère et que les gens venaient pour ça, et qu'ensuite t'as monté tes tarifs et que tu vois que il y a une friction, tu vas dire ah bah non, les gens ils veulent pas payer plus, donc j'ai atteint ma limite, je vais rester là. C'est pas comme ça qu'on fait ces tarifs. Donc ça, je trouve que c'est un très mauvais conseil. Ok. La leçon que t'as apprise dans la douleur. Il y en a plein, d'après ce que tu m'as dit. Plein. Oh, franchement, alors, c'est pas ma pire leçon de business, mais c'est une leçon de mariage. Je me suis fait voler, et ça, je vais faire peur aux gens. Je me suis fait voler mon matériel photo pendant un mariage dans une mairie. Une histoire de fou, j'en avais fait un article dans la presse et tout, parce que je me suis lancée en guerre après avec le maire pour essayer d'avoir réparation. J'ai jamais eu réparation. Une leçon que j'ai appris dans la douleur, ne posez jamais votre sac photo. Et si vous déchargez des cartes, ne les mettez pas non plus dans le sac. Donc ça, c'est vraiment une leçon pragmatique, mais un de mes pires traumas de mariage, c'était ça. Je passerai les détails de comment ça s'est passé, mais voler le matos pendant la prestation, c'était bien galère, surtout qu'à l'époque, justement, je tarifais pas assez. Et donc, du coup, j'avais pas de trésorerie pour acheter du matos. C'est pas ma pire leçon entrepreneuriale, mais je sais pas, quand tu m'as dit, j'ai pensé mariage, j'ai pensé douleur, j'ai pensé à ça. Écoute, je comprends. Je comprends. Un moment qui a changé ta vie? Il y en a eu plein, bien évidemment. Un moment qui a changé ma vie. Le premier soir où j'ai travaillé à Monaco. C'était pas pour du mariage, du coup. Mais j'ai vendu une photo pourrie de soirée à 20 € et j'ai eu un pourboire de 480 €. Le monsieur a payé avec un billet de 500 €. Donc ça a fait péter une barrière dans ma tête de qu'est-ce que c'est l'argent, qu'est-ce que c'est la valeur d'une photo, parce que tu te rends compte que t'es dans un cadre de référence. C'est normal, t'as grandi dedans, c'est ton cadre de référence. Mais il existe d'autres cadres de référence qui n'ont pas du tout les mêmes codes. Et ça a changé beaucoup. Ouais, c'est marrant parce que hier, justement, j'avais une de mes coachs qui a partagé un audio sur ça. Et moi, je l'ai aussi partagé à mes coachés parce que ça c'est hyper puissant. Je trouvais que elle disait qu'en gros, arrêtons de présumer de l'argent que nos clients ont sur leur compte. Ouais. Et faisons comme s'il y avait au moins 100 000 € sur leur compte et qu'elles ont envie limite que tes clients ou tes clientes ont envie de te balancer leur carte bleue à la figure et à te dire mais moi j'ai envie de te payer quoi. Ouais, et ça arrive. Ça change, mais bien sûr. Mais c'est rare que mes coachés pensent ça en tout cas. Et donc j'ai trouvé ça hyper puissant. Et puis, il faut pas non plus associer le fait que les gens ont de l'argent à l'inverse avec le fait qu'ils vont absolument vouloir te jeter leur CB à la tête, tu vois. Il faut pas te dire toutes les personnes qui ont de l'argent font ça facilement parce qu'elles ont de l'argent. D'ailleurs, en client cible, il y a des photographes qui vont dire moi, je vise une cible qui a les moyens. Ou qui aime les belles choses, sous-entendu qui a de l'argent. Mais c'est pas pour autant, au contraire, si tu vois, moi je vendais des portraits à hauteur de 2 000 €. Il y a des photographes de mariage qui arrivent pas à se tarifer à 2 000 € parce qu'ils ont cette barrière mentale. Je vendais des portraits à 2 000 € et souvent on me disait c'est normal, toi tu as beaucoup travaillé à Monaco, tout ça, donc tes clientes. Mais non, mes clientes de Monaco, se faire maquiller, coiffer, prendre en photo, tout ça, c'est un lundi matin normal, tu vois. C'est pas l'expérience de leur vie. Elles n'ont pas du tout envie de mettre 2000 balles là-dedans, mais pas du tout. Pas du tout. Par contre, pour quelqu'un qui ne vit pas ça au quotidien et même qui a des revenus plus modestes, mais pour qui c'est une expérience extraordinaire, un rêve, un truc qui va débloquer plein de choses dans sa vie, oui, les 2000 €, elle les met. Donc non, on peut pas présager non seulement de l'argent qu'ils ont les gens, mais de ce qu'ils ont envie d'en faire. Et on doit pas se mettre à leur place ou penser que souvent je dis aussi aux photographes, quand les gens ils économisent de l'argent sur les photos, ils le remettent dans quoi à côté? Ça va dans quoi? Ça va pas dans payer le loyer ou c'est jamais en concurrence avec une dépense importante, c'est forcément une dépense loisir. J'ai fait un post l'autre jour où je disais peut-être que grâce à l'économie que les gens ils ont fait sur tes photos, ils ont pu partir en vacances et tout. Et toi, t'es parti en vacances? T'as dépensé combien? J'adore ton budget, tu vois. Je vois bien. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie? Changer de voie, même quand ça marchait. Tu vois, j'ai changé de voie plusieurs fois. D'abord en quittant la stabilité prétendue. Enfin non, c'est une vraie stabilité, mais la sécurité de l'emploi du fonctionnaire.
Ça marchait, j'aimais mon métier, j'aurais pu rester. En quittant Monaco, alors que je travaillais avec les plus grandes stars, j'ai photographié des stars incroyables, j'ai vécu des expériences de ouf, et ça marchait, et j'ai arrêté. Le studio, je m'étais encore plus alignée avec mes valeurs, ça marchait. J'ai arrêté de toujours voir plus loin et de considérer que c'est pas parce que ça fonctionne que j'ai envie de m'arrêter là, même quitte à prendre des risques et à recommencer à chaque fois. Bon, là, par contre, j'ai en plus déménagé, changé de région et tout. Mais tu redéménages, tu m'as dit. Non, je suis en train de déménager, là. Je suis en train de le faire. Ah, donc, ok. je suis calmée pour 1 an. 1 an, c'est pas beaucoup. Ok. Et ta plus grande peur pour ton business aujourd'hui? Je crois pas que j'ai de vraie peur pour mon business parce que je sais que j'ai acquis des compétences. Enfin, tu vois, quand tu m'as dit peur, je me suis dit on pourrait avoir une peur que ça marche pas. Si demain ça marche plus pour X ou Y raison, je sais que j'ai les compétences de recommencer autre chose. Maintenant, ce qui pourrait être une peur qui serait vraiment une peur, ça serait quelque chose qui dépend pas de moi et sur lequel j'aurais aucun moyen d'action. Mais je crois pas que j'en ai vraiment. Le truc le plus chiant dans mon business, par contre, c'est justement d'amener les photographes à se responsabiliser, à se dire j'ai le pouvoir d'agir et pas forcément. Je fais beaucoup de reels humoristiques et tout pour ironiser un peu sur les clients, mais j'essaye de faire en sorte que ça soit la porte d'entrée pour voir comment justement nous on peut reprendre le contrôle des choses. Donc ça c'est le truc le plus chiant dans mon business, pour le coup. Mais j'ai pas vraiment de peur. J'y suis attachée, mais s'il doit s'arrêter et que j'en recommence un autre, j'en recommencerai un autre et je serai aussi alignée avec ça. Ok, je vais t'en poser une dernière. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette fin d'année? De déballer mes cartons et de régler le problème de la fuite qu'il y a dans mon local pro, parce qu'il y avait un vice caché. Voilà, ce qui m'obsède en ce moment. Sinon, au sens plus large, de continuer à pouvoir accompagner, avoir vraiment un impact sur le marché de la photo. On dit que notre mission chez le réseau Photo Pro, parce que c'est pas que moi, c'est toute une équipe, c'est de tirer le marché de la photo vers le haut. Donc, ce que tu pourrais me souhaiter, ça serait ça, qu'on accomplisse notre mission et qu'on aide beaucoup plus de photographes justement à vivre pleinement de ce métier en s'épanouissant et dans la sécurité financière aussi, quoi. C'est une très belle mission. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite tout ça. Merci. C'était hyper intéressant. J'adore ton approche, ta façon de présenter les choses. J'ai bien fait de te contacter. Je sais que ça va être un épisode qui va beaucoup plaire et hyper puissant. Merci beaucoup, Megan. Merci à toi. Je suis contente de voir qu'on est alignés aussi sur plein de trucs. Ça fait toujours plaisir. Clairement. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Salut. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tag nous Megan et moi, ça nous fera trop plaisir. Son Insta, c'est le réseau Photo Pro avec des points entre chaque mot et le mien, c'est le Wedding Gang. J'ai trop hâte d'avoir ton retour sur cet épisode qui est une pépite. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.